Ou pas? Ouais, bon, j'enregistre. Ok, voilà, enregistrement du cours du jeudi 28 sur l'effet Doppler, etc. Donc, ce qu'on veut regarder aujourd'hui, c'est l'effet du mouvement sur une source sonore. Et il y a un effet du mouvement. Alors, on va commencer par une source immobile. Si vous avez une source immobile, tous les fronts d'onde vont être des sphères autour de la source. Je considère là une onde sonore, okay, pour que ce soit plus simple. C'est une onde sonore qui se propage dans l'air. Donc, la distance entre deux fronts d'onde, vous l'appelez comment? Ça, vous devez savoir. C'est la longueur d'onde. Ok? La longueur d'onde, bon, on verra ça. Hein, ouais. La longueur d'onde pour une onde sonore, c'est quelques centimètres, voire 1 mètre ou 2. Ok? Bon. Maintenant, si la source a une vitesse faible, ok? Alors, la source, elle va se déplacer. Supposons que ici, au moment où la source était là, elle a émis une onde. Maintenant, la source est un poil plus loin. Cette onde qui a été émise au premier point, elle se propage, mais l'onde qui est émise par la source qui s'est déplacée, elle va arriver là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas évident à dessiner. Si vous voulez, prenez le dessin qui est dans le cours, qui est un peu plus simple, enfin qui est mieux fait, disons. Moi, j'ai de la peine à faire des cercles comme ça. Ça, c'est le dessin pour la source à vitesse nulle. Ça, c'est le dessin pour la source qui se déplace. Et vous voyez que comme cette source se déplace vers la droite, mais à une vitesse plus faible que celle de l'onde, la source ne rattrape pas les fronts d'onde. Par contre, les fronts d'onde de ce côté-là, ils sont plus proches que les fronts d'onde de ce côté-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? Les fronts d'onde sont plus proches parce que la source se déplace et donc elle rattrape un peu les fronts d'onde. Okay? Alors ici, vous avez une longueur d'onde qui est diminuée devant la source dans la direction où elle se déplace. Et puis derrière la source, vous avez une longueur d'onde qui est, augmentée. Okay? En termes de fréquence, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous diminuez la longueur d'onde, ça veut dire que vous augmentez la fréquence, on est d'accord? Puisqu'il y a une relation inverse entre la longueur d'onde et la fréquence. Et puis, quand vous augmentez la longueur d'onde, eh bien, vous diminuez la fréquence. Ok? Donc ça veut dire que si vous vous trouvez devant une source sonore qui vient vers vous, vous allez entendre le son qu'elle émet à une fréquence plus élevée. Et si vous vous trouvez derrière la source, si la source s'éloigne de vous, eh bien, vous allez entendre une fréquence plus faible. Est-ce que vous avez en tête un phénomène qui illustre ça? Les ambulances. Okay? Les ambulances, clairement, quand elles s'approchent de vous, elles font papon, papon, puis quand elles s'éloignent, elles vont papon, papon. Ok, je fais pas très bien l'ambulance, mais vous avez compris l'idée. Ok? Cet effet-là, qui est un effet qui marche avec tous les types d'ondes, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Doppler, c'est le nom du gars qui a mis en évidence l'effet. Okay? On ne va pas aller dans les détails pour l'effet Doppler. En fait, j'ai deux versions du cours. J'ai une autre version avec la formule, mais c'est égal. De toute façon, je vais faire ça vite aujourd'hui. Okay? Donc, l'effet Doppler se produit chaque fois que vous avez une source qui s'approche ou s'éloigne de vous. Okay? Alors, pour le son, pour les ambulances, d'accord, ça c'est un truc que tout le monde connaît. Il y a un autre type d'effet Doppler dont j'aimerais vous parler, qui est l'effet Doppler cosmologique. Vous avez déjà entendu parler de ça? Le redshift, l'effet Doppler cosmologique? Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'effet Doppler cosmologique? Hein? Nous, on est là, on est sur Terre, on est dans le système solaire, ok? Et puis, ici, on va supposer qu'il y a une étoile qui émet des ondes électromagnétiques et elle émet ces ondes, disons qu'autour, il y a beaucoup d'ondes qui sont émises, mais prenons une de ces ondes, cette onde, elle est émise à une certaine fréquence. D'accord?
je sais pas, prenez la lumière jaune, eh bien elle va correspondre à une certaine fréquence qui est celle de la lumière jaune. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que l'univers est en expansion. Okay ? L'univers est en expansion, ça veut dire que chaque objet de l'univers s'éloigne de chaque autre objet. Il faut bien vous dire que le modèle de l'univers en expansion, c'est pas un modèle où tout s'éloigne d'un point central, il n'y a pas de point central dans l'univers, mais tout s'éloigne de tout. Et si vous voulez un modèle de l'expansion de l'univers, vous pouvez prendre le modèle du cake au raisin. Vous avez déjà entendu parler de ça? Ok, donc vous faites un cake, vous prenez une pâte à cake, et puis dans votre pâte à cake, vous avez des raisins. Ok? Et puis, vous enfournez ça, et pendant la cuisson, évidemment, votre pâte, elle va monter, si vous êtes un bon pâtissier. Ok? Votre cake, il va gonfler. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cake? Eh bien, les raisins, tous les raisins vont s'éloigner de tous les autres raisins, parce que vous avez affaire à une dilatation du cake dans les 3 dimensions. Vous voyez? Et ce modèle-là, il vous explique un peu comment l'univers lui-même est en expansion, c'est-à-dire que tout point de l'univers s'éloigne de tout autre point. Alors nous, quand on est sur Terre, on voit tous les objets de l'univers s'éloigner de nous, ok ? Mais si on se met à n'importe quel endroit de l'univers, eh bien, on verra de la même manière tous les autres objets s'éloigner de nous. Parce que c'est l'espace-temps lui-même qui se dilate. Okay ? Alors ça génère une petite différence d'interprétation entre l'effet Doppler des ambulances et l'effet Doppler cosmologique. L'effet Doppler des ambulances, il est dû à une diminution de la distance entre vous et la source, ou une augmentation de la distance entre vous et la source. Ici, c'est un peu différent. C'est pas une augmentation de la distance, c'est une expansion de l'espace-temps lui-même. Mais l'effet final, il est similaire, c'est que les objets qui s'éloignent, ils vont subir un effet Doppler. Okay ? Donc cette étoile-là, elle va émettre de la lumière à une certaine fréquence, et puis nous, on va percevoir cette lumière à une fréquence différente. Et comme l'étoile s'éloigne, la fréquence, elle va diminuer. Okay ? C'est-à-dire que prenez par exemple le spectre lumineux, pour, je sais pas, n'importe quelle étoile. Le spectre lumineux, il va du rouge au bleu. Hein, j'ai pas toutes les couleurs, je suis pas une demoiselle, j'ai pas plein de couleurs dans ma trousse. Mais en gros, le spectre lumineux, il va du rouge au bleu en passant par le vert, le jaune, etc. Et puis le rouge, vous vous souvenez si c'est la plus haute ou la plus grande fréquence, le rouge? Vous vous souvenez? Hein, le rouge, c'est la longueur d'onde la plus grande, donc c'est la fréquence la plus faible. Et puis le bleu, inversement, c'est la longueur d'onde la plus faible, et donc c'est la fréquence la plus grande. Ok ? Alors, si vous avez une onde qui est émise par l'étoile, disons ici, c'est peut-être difficile de vous représenter ce que je veux dire par là, donc je vais vous l'expliquer mieux. Dans l'étoile, il y a des atomes, il y a toutes sortes d'atomes dans une étoile. Hein, vous avez tous les atomes de la création se trouvent dans les étoiles parce que les étoiles se forment à partir de nuages de gaz interstellaires et ces nuages de gaz interstellaires, ils contiennent des éléments chimiques, tous les éléments chimiques qui proviennent de l'explosion d'étoiles qui ont vécu dans la région avant. Donc dans les étoiles, vous avez toutes les substances. Et puis, ces substances, elles émettent des raies de lumière à des fréquences déterminées. Par exemple, le sodium, on sait qu'il émet une raie très précise à une fréquence très précise. Et si on sait qu'il y a du sodium sur cette étoile, on connaît la fréquence à laquelle le sodium émet en laboratoire, donc on sait quelle est la longueur d'onde originale et la fréquence originale qui sont émises au niveau de l'étoile. Okay ? Mais nous, sur Terre, quand on observe cette étoile, eh bien, ce pic-là, le pic du sodium, par exemple, on ne l'observe pas au même endroit,
on l'observe à une fréquence plus basse, parce que l'étoile s'éloigne, parce qu'il y a un effet Doppler. Okay, et donc, on va retrouver cette raie du sodium, mais décalée dans le spectre lumineux, et on va la trouver peut-être dans le rouge. Elle était dans le vert, on va la retrouver dans le rouge. Okay, et donc, les fréquences, à cause de l'expansion de l'univers, elles sont toujours déplacées en direction des plus basses fréquences, donc en direction du rouge. Et ce phénomène-là, on l'appelle le redshift. Okay. Shift en anglais, ça veut dire déplacement. Red, c'est rouge, c'est le déplacement vers le rouge. Okay. Et tout le monde dit redshift, même en français. Okay. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la différence de fréquence, elle augmente quand la vitesse de l'étoile augmente. Quand la vitesse d'expansion, quand la vitesse à laquelle s'éloigne de nous augmente. Et ça, c'est très pratique parce qu'on sait que dans l'univers, les objets proches s'éloignent à des vitesses faibles et les objets lointains s'éloignent à des vitesses plus importantes. En fait, il y a une relation linéaire entre la distance et la vitesse d'expansion. Puisque l'univers est en expansion tout entier, plus vous êtes loin, plus cette expansion a un effet important, et donc plus vous êtes loin, plus vous vous éloignez vite. Okay. Donc ça veut dire que la mesure du redshift cosmologique, elle vous permet de déterminer la distance à laquelle se trouve l'étoile. Parce que si vous connaissez la raie du sodium, vous savez où elle devait être, vous savez où elle est maintenant, eh bien plus l'étoile s'éloigne vite, plus ce redshift sera important. Ouais. Une infinité de réalités. Alors écoute, les histoires d'univers parallèles, etc., je suis pas tellement copain de ça, ça me semble extrêmement spéculatif. Mais ce qu'on disait il y a une vingtaine d'années, plutôt une quarantaine, excuse-moi, quand j'avais ton âge, ce qu'on disait, c'était la chose suivante. Si tu regardes en gros la taille de l'univers par rapport au temps, ok, on disait à l'époque, bah, peut-être que l'univers est maintenant en expansion, mais que à cause de la masse qui se trouve dans l'univers, cette expansion va s'arrêter et l'univers va se recontracter. Ça, c'était une des hypothèses qu'on donnait à l'époque. L'autre hypothèse, c'était de dire, ouais, finalement, peut-être qu'on va suivre une parabole et peut-être que la taille de l'univers va se stabiliser à une certaine valeur. Ça voudrait dire que le contenu en masse de l'univers, il est juste ce qu'il faut pour arrêter l'expansion, hein, parce que l'expansion, elle est freinée par l'attraction gravitationnelle. Donc si l'univers a une densité de masse très élevée, l'attraction gravitationnelle de l'univers sur lui-même sera plus importante, et puis cette attraction va freiner et arrêter l'expansion de l'univers. Et puis il y avait d'autres modèles qui disaient, ben non, finalement, s'il n'y a pas assez de masse dans l'univers, eh bien, l'expansion va continuer. Ça, c'était l'état il y a longtemps. Maintenant, dans des années récentes, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté, par des mesures qui sont apparemment fiables, que l'expansion de l'univers, elle s'accélère, en fait. Okay, ça, c'est complètement mort comme modèle, ça aussi. Ce qu'on observe, c'est que l'expansion de l'univers s'accélère. Et ça, on ne peut pas l'expliquer à l'heure actuelle, parce que vous ne pouvez pas expliquer une expansion dans l'univers, alors que l'univers est uniquement soumis, pour ce qu'on en sait, à une attraction gravitationnelle. Une attraction gravitationnelle, elle est toujours attractive, donc elle doit freiner l'expansion de l'univers. Okay, donc on est maintenant à la recherche de nouvelles explications et de nouvelles théories et de nouvelles physiques pour expliquer pourquoi l'univers augmente sa vitesse d'expansion. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il existe dans l'univers une force répulsive. Et cette force-là, pour l'instant, on ne la connaît pas, mais on lui a donné un nom, on appelle ça l'énergie noire. Okay, l'énergie noire, c'est une force qui devrait être répulsive au sein de l'univers et qui permettrait d'expliquer l'expansion. Et bon, en matière d'univers, qu'est-ce qu'on connaît?
eh bien, ce qu'on voit de l'univers, ce qu'on observe avec les télescopes, c'est 5% de la matière. Okay, on sait qu'il y a ensuite un autre pourcentage de la composition de l'univers qui est ce qu'on appelle la matière noire. Alors la matière noire, c'est de la matière qui n'émet pas de radiation, qui n'interagit pas avec la radiation, et donc cette matière-là, on ne peut pas la voir, mais on pense qu'elle est là, parce que si on regarde le profil de rotation des galaxies, pour expliquer comment les galaxies tournent, il faut qu'il y ait plus de masse à l'intérieur que ce qu'on voit. Donc il y a certainement de la matière noire. Et puis il y a cette fameuse énergie noire qui constitue une grande partie de la masse énergie de l'univers que pour l'instant on ne comprend pas. Okay, donc en astrophysique, on a plein de problèmes à résoudre encore. Okay, le truc que je voulais vous dire simplement, c'est cette histoire de redshift. Je peux vous montrer ça de manière un peu plus détaillée, mais il faudrait pour ça que je retrouve mon cours d'OC. Où est-ce que je l'ai foutu? Ouais, voilà, il est là. Ok. Si je vous montre mon cours d'OC, qui c'est qui est en train de passer un enregistrement là? Hein? Qui c'est qui regarde la télé pendant mon cours? Non mais ça va ou quoi? Hein? Ouais. Ça sert à quoi de regarder attendez, je trouve pas ces trucs. Bon, mais c'est une discussion qui est, ah voilà, série 1, exercice 2, voilà, l'effet Doppler cosmologique. Non, écoutez, je vais pas rentrer là-dedans. Ça complique. Je voulais juste vous montrer un document, mais ah voilà, je l'ai trouvé. Ok. Ça, c'est, vous voyez ça. Ça, c'est le spectre lumineux, le spectre d'émission pour différentes étoiles qui se trouvent à différentes distances. Okay, l'étoile 1, c'est à la distance 0, donc c'est le spectre d'émission d'un type de galaxie particulier. Ensuite, vous prenez le même spectre pour une étoile qui se trouve à 6 par 10 puissance 8 années-lumière, ce n'est pas des distances de petites filles hein, dont on parle. Vous prenez une autre étoile à 18 fois 10 puissance 8 années-lumière, à 12 par 10 puissance 8, 18 par 10 puissance 8, 21 à 10 puissance 8. Qu'est-ce que vous constatez dans les spectres? Les spectres, c'est l'intensité du rayonnement électromagnétique en fonction de la longueur d'onde. Là en bas, vous avez la longueur d'onde en nanomètres. Et donc, cette étoile-là, vous voyez qu'elle a un pic ici, elle émet un pic autour de 780 nanomètres. Okay, mais maintenant, si vous prenez la même étoile ou galaxie, le même type d'étoile ou galaxie, et qu'elle se trouve à une plus grande distance, eh bien, vous voyez que votre pic, là, il est plus à 780, il est à 760 nanomètres. Si l'étoile est encore plus distante, le pic, il sera à 730, etc. Et donc, la longueur d'onde à laquelle vous trouvez le pic, elle diminue, elle diminue, et donc, la longueur d'onde, elle doit augmenter. C'est quoi cette histoire? Ah oui, pardon, excusez-moi. Le 1, l'étoile proche, c'est ici. C'est à l'envers. Le 1, l'étoile proche, c'est ici. Donc, le pic initial, il est là. L'étoile plus éloignée, elle est ici, c'est 2. L'étoile encore plus éloignée, c'est 3, etc. Donc, c'est bien ce que je disais. La longueur d'onde augmente, donc la fréquence diminue avec l'éloignement de l'étoile. Et puis si on connaît la valeur de ce pic dans le laboratoire, parce que c'est un pic qui est connu des chimistes, eh bien on peut le repérer dans les autres spectres. Et c'est de cette manière qu'on arrive à déterminer la distance des objets astronomiques lointains dans l'univers. Ça, c'est un truc qui marche. Très bien. Okay, et il y a une chose amusante,
est-ce que vous avez déjà vu les images du bruit de fond cosmologique? Vous êtes toujours avec moi ou vous avez déjà abandonné? Ok. Donc, euh, je vais chercher une image du CMB. Non, mais CMB, qu'est-ce que c'est? CMB, euh, Cosmological Microwave Background. C'est ce que veut dire CMB. Alors, c'est quand tu veux. Ah oui, mais je suis sur une page là. Ok, c'est bon. Voilà. Vous avez peut-être déjà vu ces images-là de l'univers. Ok. Ça, c'est ce qu'on voit quand on regarde le plus loin possible dans l'univers. On voit un truc qui s'appelle le rayonnement de fond cosmologique. Alors là, vous avez différentes images sur ce site-là, avec simplement des différentes qualités d'images. Vous avez des images qui sont plus anciennes, donc moins détaillées, des images qui sont plus récentes, qui sont plus détaillées. D'où est-ce que ça vient, ça? Ok. Imaginez-vous que l'univers, je suis où? Ok. L'univers, on ne connaît pas sa taille, on n'en a aucune idée. Même le fait de poser la question de savoir quelle est la taille de l'univers, c'est une question qui est mal définie. Il y a une chose par contre qu'on connaît très bien, c'est la taille de l'univers visible. Okay. L'univers visible, c'est la partie de l'univers qui est autour de nous et qu'on voit. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas tout l'univers? Parce que la lumière met un certain temps pour parvenir jusqu'à nous, et puis l'univers, il a été en expansion, donc le temps, il est en expansion parfois très rapide, donc le temps qu'il faut au rayonnement pour arriver jusqu'à nous, eh bien plus l'objet est élevé, plus le temps est grand, et si ce temps dépasse l'âge de l'univers, eh bien la lumière, elle n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'à nous. Ok? La lumière, si vous voulez un modèle simple, qui est en fait faux comme tous les modèles simples, hein, vous savez que l'âge de l'univers, c'est 13,8 milliards d'années-lumière. 13 d'années. L'âge de l'univers, c'est 13,8 milliards d'années. Okay? Donc, dans ces 13,8 milliards d'années, la lumière, elle n'a pu parcourir que 13,8 milliards d'années-lumière. On est d'accord? Elle n'a pas pu aller plus loin en 13,8 milliards d'années. Et donc, il y a une distance de 13,8 milliards 10 puissance 9 années-lumière qui représente une espèce de distance maximale. Au-delà, tout ce qui est au-delà dans l'univers, ça émet de la lumière, mais cette lumière n'a pas encore eu le temps d'arriver jusqu'à nous. Okay. Ce calcul-là, il est en fait faux parce qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent, notamment ce qu'on appelle l'inflation de l'univers. Il y a eu une phase dans l'univers jaune où la taille de l'univers a augmenté très très rapidement. Donc ça fait que la taille de l'univers visible à l'heure actuelle, c'est environ 40 milliards d'années-lumière. C'est pas 13,8, c'est 38 ou je sais plus exactement. Okay. La taille de l'univers visible, c'est de 38 milliards d'années-lumière. Ok. Mais qu'est-ce qu'on voit? Je viens de vous expliquer qu'il y avait un shift vers le rouge. Okay. Donc là, sur Terre, dans le laboratoire, on voit les raies spectrales des étoiles telles qu'elles sont. Plus je m'éloigne, plus la longueur d'onde diminue, la longueur d'onde diminue, la longueur d'onde diminue. Et quand on arrive là, tout au bout de l'univers visible, la longueur d'onde, elle a tellement diminué que c'est plus de la lumière qu'on voit, c'est des micro-ondes. Okay. Autrement dit, la longueur d'onde a tellement augmenté qu'on ne voit plus un spectre continu, qu'est-ce que je raconte, qu'on ne voit plus un spectre de lumière, mais qu'on voit un spectre de micro-ondes. Okay. Si je vous remontre le spectre électromagnétique, c'est-à-dire l'ensemble des fréquences
qui constituent les rayonnements électromagnétiques. Okay, vous l'avez là, cette fameuse image que je vous ai déjà montrée. Quand tu veux, Brigitte. Ah, putain. Il pourrait pas simplement montrer l'image. Alors, où est-ce que j'étais? Voilà. On a le spectre électromagnétique. Supposons que la raie du sodium, elle soit ici dans le jaune. Pour une étoile à une certaine distance, cette raie elle va devenir rouge. Mais si l'étoile est plus loin, cette raie jaune-là, elle va passer dans l'infrarouge, qu'on ne verra plus avec des instruments optiques classiques, qu'on verra avec des télescopes infrarouges. Et puis, si la fréquence, elle diminue encore, vous arrivez dans ce domaine des micro-ondes. Donc, quand on regarde l'univers à grande distance, on voit en fait le contenu de radiation qui existait dans l'univers primordial. Et dans l'univers primordial, eh bien, il y avait ces ondes émises par les étoiles et les galaxies, mais qui, arrivées jusqu'à nous, ont été décalées vers le rouge et sont devenues ces micro-ondes. Et donc, ce que vous voyez là, ce que vous voyez sur cette image, c'est en fait rien d'autre, non pas cette image-là, ce que vous voyez, c'est le contenu en rayonnement shifté vers le rouge de l'univers primordial, parce que dans l'univers, plus on regarde loin, plus on regarde dans le passé, avec une limite qui est l'instant zéro, on ne peut pas aller au-delà. Ok? Ça marche? Bon. Voilà, c'était juste un petit complément sur l'univers. Maintenant, on va continuer avec ces histoires d'effets Doppler. Et puis, on va aller plus loin. Alors, je repasse sur ma feuille. On va augmenter la vitesse de la source. Hein. Où est-ce que c'était mon truc? C'était là. Voilà. Donc maintenant, si la source bouge, la fréquence augmente devant, elle diminue derrière. OK. Maintenant, vous avez le cas où la source se déplace à la même vitesse que l'onde. Et alors, dans ce cas-là, vous pouvez comprendre en faisant ces dessins, mais ils ne sont pas évidents à faire à la main, vous pouvez comprendre que si la source se déplace à la même vitesse que l'onde, eh bien la source, ce point noir, il sera donc sur le front d'onde. C'est bien ce que vous avez là. Okay, et comme la source se déplace à la même vitesse que l'onde, eh bien cette onde-là, par exemple, ce front d'onde-là, okay, ce front d'onde-là, il a été émis quand la source était ici. Mais le front d'onde, lors de son expansion, s'est déplacé à la même vitesse que la source, et vous pouvez faire ce raisonnement pour chacun de ces cercles. Donc finalement, vous vous retrouvez dans une situation comme celle-là. Et cette situation-là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le mur du son. Pourquoi? Parce que vous voyez bien ici que tous les fronts d'onde, ils sont superposés dans cette région-là. Donc, l'intensité de l'onde sonore, toutes ces intensités vont s'additionner et ça va vous donner une onde résultante extrêmement intense. Okay? Et ça, c'est le bang que produit un avion quand il passe le mur du son. Okay, et quand vous allez plus vite que l'onde, ça c'est l'avion en vol supersonique, quand vous allez plus vite que l'onde, vous voyez que la source, elle se trouve toujours en dehors des fronts d'onde, parce qu'elle avance plus vite que l'onde, et donc ça vous donne ici une région dans laquelle vous avez aussi une addition de toute l'intensité des ondes, et donc vous avez aussi un son qui est nettement augmenté. Alors maintenant, pour être honnête avec vous, le mur du son, je ne sais pas très bien si ça correspond à ça ou à ça. Probablement les deux. Mais quand un avion passe le mur du son, vous allez entendre un bruit violent et ce bruit va être plus intense que si vous étiez juste à côté de l'avion parce que vous avez cette interférence ici entre tous les bruits. Ça, remarquez que c'est une chose que vous pouvez voir avec les bateaux aussi. Imaginez, vous avez un bateau. Ce bateau, il avance dans l'eau. Okay, et derrière le bateau, vous avez l'hélice, vous avez tout ça. Donc ça émet des ondes circulaires à la surface de l'eau. Okay, mais comme le bateau avance, et en général il avance plus vite
que la vitesse de propagation de ces ondes, ce que vous obtenez, c'est la même figure qu'on a fait tout à l'heure, c'est une figure qui est comme ça. Et ici, vous avez interférence constructive de tous ces fronts d'ondes. Et effectivement, quand vous voyez un bateau depuis le haut, vous avez une trace derrière le bateau avec un certain angle d'ouverture. Okay, et cet angle d'ouverture vous permet de déterminer la vitesse du bateau. Donc ça, c'est très pratique pour la police. S'ils veulent vérifier la vitesse de bateau depuis un avion ou un hélicoptère, ils regardent l'angle que fait la vague d'étrave. Et si cet angle est plus faible, eh bien le bateau va plus vite. Si cet angle est plus grand, le bateau va lentement. D'accord? Ça marche? Bon. Voilà, ça c'était les deux trucs que je voulais dire sur les ondes. Maintenant, il va falloir qu'on fasse un choix parce que j'ai ici un chapitre sur les ondes sonores où on parle de fréquences, de machin, de trucs, et ensuite un chapitre sur les ondes électromagnétiques et la vision des couleurs. Mais moi, j'aimerais bien passer directement au magnétisme, si vous êtes d'accord. Hein? Ok. Alors, je vous ai envoyé le cours hier. Est-ce que vous avez eu le temps de l'imprimer? Vous pouvez le faire maintenant? Vous pouvez le faire maintenant ou sinon, ben sinon vous suivez le cours comme ça. C'est comme vous voulez. Si vous voulez prendre le temps de l'imprimer, allez-y. Vous avez de quoi? Tu suis? Bon, moi j'ai de la peine à suivre sur un écran, mais bon, comme tu veux. Ok. Alors hier j'ai fait ma razzia de papier chez MediaMarkt. J'en ai ramené 4 à mettre, hein, donc là maintenant ça va. Ok, alors prenons le cours. Où est-ce que je l'ai foutu maintenant? C'est un bordel. Parce que je pensais commencer ça la prochaine fois. Et en fait, on est en train de le commencer maintenant. Ah, donc il faut que je retrouve mon cours. Ah, il faut que je retrouve mon cours. Attendez, c'est en quelle année que je donne ce cours? C'est en 3e année. Voilà. Ici, j'ai une version du cours, c'est ça. Okay. Et dans ce cours, je vais vous expliquer en peu de temps, mais ça suffira. Je vais vous expliquer le champ magnétique, parce qu'on a beaucoup parlé de champ électrique, on a beaucoup parlé d'ondes électromagnétiques, mais je vous ai jamais expliqué ce que c'était qu'un champ magnétique, okay, et comment c'est créé. Et vous verrez que c'est quelque chose de différent, en essence, du champ électrique. Quelle est la grosse différence entre le champ électrique et le champ magnétique? La grosse différence, c'est que pour le champ électrique, vous avez des charges électriques, alors que pour le champ magnétique, vous n'avez pas de charge électrique, ça n'existe pas. Donc le mécanisme est différent. Okay? Commençons par revoir un peu ce qu'on connaît. La gravitation, vous savez que la force de gravitation, elle vous est donnée par grand G fois le produit des masses sur la distance au carré. On ne voit pas bien le vert. Hein. La force de gravitation, c'est grand G fois le produit des masses sur la distance au carré. Si on regarde la force électrostatique qu'on a vue cette année, donc là, ça c'est la force de gravitation, ça c'est la force électrostatique, elle est donnée par une constante fois Q1, Q2, le produit des charges, divisé par la distance au carré. Vous voyez que ces deux formules-là, elles sont très semblables. Hein? Et donc, ici, comment vous pouvez dire les choses? Vous pouvez dire que vous avez une charge Q1 qui engendre un champ électrique. Si Q1 est positif, disons, eh bien, le champ électrique sera un champ électrique divergent. Et puis, dans ce champ électrique, vous foutez à un endroit une charge Q2. Et puis, cette charge Q2, si par exemple elle est positive, elle va ressentir une force vers l'extérieur. Si elle est négative, elle va ressentir une force vers l'intérieur. Tout ça, on a fait. Okay. Pour la gravitation, c'est la même chose. Pour la gravitation, vous mettez une masse à un endroit.
ça engendre un champ de gravitation. Alors le champ de gravitation, lui, il est toujours attractif, parce que la masse n'a pas de signe, la masse est toujours positive, donc le champ est toujours attractif, et si on met quelque part dans le champ une autre masse, elle va ressentir une force attractive vers la masse aimant. Okay? Donc dans ce sens, je dis que les masses jouent le rôle de charge pour la force de gravitation. Okay? Parce que vous pouvez poser une masse à un endroit, ça crée un champ, tout comme vous pouvez poser une charge à un endroit, ça crée un champ. Okay? Pour le champ magnétique, c'est totalement différent. Il n'existe pas de charge magnétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez un aimant, cet aimant, il a un pôle nord, un pôle sud, comme tous les aimants. Vous vous êtes déjà amusé avec des aimants, j'imagine. Si vous mettez deux aimants l'un contre l'autre avec les pôles nord en face l'un de l'autre, vous allez avoir une répulsion. Et puis, si vous placez vos aimants avec un pôle nord en face d'un pôle sud, vous allez avoir une attraction. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez déjà joué avec des aimants. Ok. Voilà. Donc, le champ magnétique que vous obtenez avec un pôle nord, un pôle sud, c'est un machin, on va y revenir, qui a un peu cette forme-là. Okay? Et ce champ-là, il est semblable au champ dipolaire électrique que vous obtenez quand vous avez deux charges opposées. Vous avez un champ qui a un peu la même gueule. D'accord? Mais ça, c'est ce qu'on appelle un champ dipolaire, parce que c'est un champ créé par deux charges. Et donc, au niveau dipolaire, le champ magnétique est semblable au champ électrique, mais vous n'avez pas de champ monopolaire, donc vous n'avez pas de champ généré par une charge, parce que vous ne pouvez pas isoler un pôle nord et un pôle sud. Là, vous avez peut-être envie de dire, ok, cool, je prends cet aimant, je le casse, je garde que le pôle nord, et ça va me générer un champ magnétique radial. Eh bien non, c'est pas possible. Parce que si vous prenez un aimant qui a un nord et un sud et que vous le cassez en deux, vous allez obtenir deux aimants plus petits qui ont chacun un nord et un sud. Et je vais vous expliquer dans ce cours pourquoi. Et ça, c'est un phénomène qui se produit au niveau atomique. Les aimants, c'est le résultat du mouvement des électrons au niveau atomique, et c'est un mouvement des électrons qui est cohérent. Tous les électrons bougent de la même manière, mais on y reviendra. Donc vous n'avez pas de charge magnétique. Enfin, vous n'avez pas. On ne l'a pas trouvé. Okay? Si on trouve la charge magnétique, c'est ce qu'on appelle le monopôle magnétique. Le mec qui trouve ça, il a le prix Nobel. C'est un des trucs, un des problèmes ouverts en physique des particules, mais on n'a jamais trouvé une particule qui est un monopôle magnétique. Voilà, trouve le monopôle magnétique, tu auras le prix Nobel. La raison pour laquelle on l'a pas trouvé, c'est peut-être parce qu'il n'existe pas. Ou alors, si le monopôle magnétique existe, il a une masse tellement élevée qu'on n'a pas encore pu le mettre en évidence dans les expériences au CERN. Okay? Mais donc, tout ce que je veux vous expliquer avec ça, c'est que le champ magnétique, c'est quelque chose de très différent. Et ce qu'on verra dans ce cours, c'est qu'un champ magnétique n'est pas créé par une charge. Un champ magnétique, il est créé par un courant. Il est créé par un déplacement de charge. Quand vous avez des charges immobiles, il n'y a pas de champ magnétique. Si vous faites bouger ces charges et que donc ces charges donnent lieu à un courant électrique, parce qu'un mouvement de charge, c'est un courant électrique, eh bien là, vous avez création d'un champ magnétique qui a des formes un peu spéciales. Ok? D'accord? Bon, j'arrête avec cette introduction et je commence par l'introduction historique dans le cours. Alors là, vous avez un petit chapitre qui vous explique ce que je vous ai dit. Ok, si vous avez deux pôles sud en face de l'autre ou deux pôles nord là en face de l'autre, ça se repousse. Par contre, un nord et un sud et un nord s'attirent. Et puis, on peut regarder comme exemple le champ magnétique terrestre. Le champ magnétique terrestre, il a un peu cette gueule-là. Ok, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que la Terre et que l'atmosphère terrestre.
Et ce champ magnétique, il a le gros avantage de nous protéger des rayons cosmiques. Donc tous les rayons dangereux, et il y en a beaucoup qui arrivent du Soleil, ils sont déviés par le champ magnétique en dehors de l'atmosphère encore. C'est d'ailleurs ça qui est à l'origine des aurores boréales, par exemple. Les aurores boréales, ce sont des phénomènes électromagnétiques qui résultent de l'interaction entre des rayons qui viennent du Soleil et le champ magnétique terrestre. Les rayons qui viennent du Soleil, ils sont en partie chargés. S'ils sont chargés, ils vont ressentir une force dans un champ magnétique et ils vont être déviés. Donc quand on ira dans l'espace sur Mars, on va sortir du champ magnétique terrestre et ce qui va se passer, c'est pas tout à fait évident. On sait qu'il y a des radiations importantes dans l'espace et ça pourrait provoquer un risque pour les cosmonautes. La première mission vers Mars, ça va être crucial. Parce que si vous voulez vous protéger de radiation, vous devez mettre des murs en plomb, mais construire une fusée en plomb, c'est pas évident pour la faire décoller ensuite. Okay. Bref, vous avez ce champ magnétique terrestre. Et sur Terre, vous voulez que la boussole vous indique la direction du nord. Okay. Donc votre boussole, si vous l'utilisez ici, enfin à la surface de la Terre, disons là, okay, vous mettez une boussole là, eh bien vous voulez que cette boussole ait son aiguille nord, qui s'oriente vers le nord. L'aiguille nord sur une boussole, normalement, on la dessine en rouge. Et puis, vous voulez que l'aiguille sud soit dirigée vers le sud géographique. OK? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Bon, alors, évidemment, ce que vous allez mesurer avec une boussole, c'est la composante horizontale du champ magnétique. Vous voyez que le champ magnétique, il part avec un angle, je ne sais pas si ce dessin-là est très correct, mais avec la boussole, vous mesurez que la composante horizontale, mais vous voulez que l'aiguille nord s'oriente vers le nord géographique. Pour cette raison, le nord géographique de la Terre doit être un sud magnétique. Okay, parce que vous voulez que l'aiguille nord soit attirée par le nord géographique pour vous indiquer le nord. Okay. D'où ça vient? D'où ça vient? Je vais y arriver dans un instant. Okay. D'accord? Donc d'abord, le nord géographique est un sud magnétique, à peu près, parce qu'ils ne sont pas au même endroit. Le nord magnétique, c'est un sale gamin. Le sud magnétique, pardon, c'est un sale gamin qui bouge tout le temps. Et même sur la durée d'une vie, le nord magnétique, il a bougé. Il a bougé de 2-3 degrés en 20, 30, 40 ans. Okay. Ce qui fait que les pistes d'aéroport qui sont nommées d'après leur direction, quand vous avez une piste d'aéroport à Genève, disons, okay, vous prenez votre boussole, là vous avez le nord, c'est 0 degré, ici vous avez le sud, c'est 180 degrés. Cette piste, non, on parle en degrés là. Cette piste-là, elle forme un angle de 60 degrés. Eh bien, cette piste-là, on l'appelle la piste 6. Comme ça, les pilotes, ils savent par où ils doivent arriver pour atterrir sur la piste 6. Okay. Et puis, si vous arrivez de l'autre côté, c'est la même piste, mais on l'appelle différemment, parce que maintenant, l'angle, il sera de quoi? Ce sera 60 plus 180, c'est-à-dire 240. Donc la piste, quand vous arrivez en face, c'est une 24. Okay. Et donc les noms des pistes ont dû être changés parce que la position du nord a changé. Puis donc la 60, c'est plus une 60, mais une 62. Et puis la 24, c'est plus une 24, mais c'est une 23,5, etc. Okay. Donc on observe des mouvements du sud magnétique, et ce sud magnétique ne coïncide pas avec le pôle Nord. Puis de toute façon, quand vous êtes au pôle Nord, vous êtes mal, parce que le champ magnétique, il est perpendiculaire à la surface de la Terre, et s'il est perpendiculaire, vous n'avez pas de composante horizontale, vous ne pouvez pas travailler avec une boussole. Donc au pôle Nord, vous oubliez la boussole, ça ne sert à rien. Il faut autre chose. Bon. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a un champ magnétique autour de la Terre? Et ça va de nouveau nous ramener à la même chose que j'ai dit avant. Eh bien, c'est parce qu'à l'intérieur de la Terre, vous imaginez bien qu'il y a des choses qui bougent.
entre parenthèses, l'intérieur de la Terre, c'est quelque chose qu'on connaît mal. Okay, alors que on connaît moins bien l'intérieur de la Terre que l'univers, parce que c'est difficile d'aller regarder dans l'intérieur de la Terre ce qui se passe. Vous ne pouvez pas aller regarder avec des rayonnements électromagnétiques parce que c'est opaque. Vous ne pouvez pas traverser. Hein, vous ne pouvez pas observer avec de la lumière ou des infrarouges, peut-être des rayons X, mais si vous voulez traverser la Terre avec des rayons X, il faut quand même des sources très importantes. Donc on n'a pas grand-chose. Oui, on a les tremblements de terre qui nous permettent d'analyser un peu. Mais bon. La Terre, c'est fait comment? La Terre, vous avez une croûte, ce qu'on appelle la croûte terrestre, qui fait environ 100 km d'épaisseur. Environ. Okay, c'est pas beaucoup 100 km d'épaisseur par rapport aux 6700 km de diamètre de la Terre. Donc là, vous avez la croûte, et puis cette croûte, elle flotte en quelque sorte sur une substance qui est chaude et qui est en partie liquide, qu'on appelle le magma. Alors, je ne suis pas géologiste planétaire, je ne sais pas exactement comment est ce magma, je sais qu'il y a un noyau qui est extrêmement chaud qui contient les éléments les plus denses, parce que les éléments les plus denses, ils vont au fond si vous les mettez dans un récipient. Là, c'est un récipient à symétrie sphérique, mais ça revient au même. Les matériaux les plus denses, ils se retrouvent au fond. Okay, donc le cœur de la Terre, c'est constitué de fer essentiellement, parce que c'est un des matériaux les plus stables et les plus représentés sur Terre. Mais autour, vous avez tout ce magma qui n'est pas solide, qui n'est pas rigide, parce qu'il est très chaud. Et vous pouvez imaginer que la température, elle varie. La Terre, elle est très très chaude en son centre, et puis elle est, disons, froide, relativement froide, près de l'écorce. Okay, vous avez des grosses différences de température de peut-être des milliers de degrés. Je ne connais pas la température du centre de la Terre, mais c'est plusieurs milliers de degrés. Et donc, comme c'est chaud en bas et froid en haut, eh bien, vous allez avoir des mouvements de convection qui se forment. On a vu quand on parlait de la chaleur qu'il y avait différentes manières de transporter la chaleur, et quand vous avez un fluide, la manière préférée, c'est par convection, c'est-à-dire que le fluide, il va arriver là en bas, où il fait très chaud, il va se chauffer. En chauffant, sa masse volumique va diminuer. Comme sa masse volumique diminue, il est plus léger, il remonte, il se refroidit, puis une fois qu'il a refroidi, il redescend. Okay, et ces mouvements-là, vous les retrouvez partout sur la planète. Alors, je ne connais pas exactement la géographie de ces mouvements, et puis je ne suis pas sûr qu'on les connaisse, mais vous voyez que quand vous avez un mouvement comme ça, à côté, vous aurez un mouvement qui ira dans le même sens, et puis quand vous avez un mouvement qui vient vers le haut, à côté, vous aurez aussi un mouvement qui vient vers le haut. Et puis tout ça, ça continue. Okay, là, il y a de nouveau un mouvement vers le bas, un mouvement vers le haut, un mouvement vers le bas, et puis ici, ça va, j'ai deux mouvements vers le haut. Donc vous avez sur la Terre des régions où le magma descend et des régions où le magma remonte. D'accord? Alors je ne sais pas combien il y a de ces rouleaux, okay? C'est juste une illustration comme ça, mais vous avez des régions où tout descend et des régions où tout remonte. Ça vous explique la dérive des continents. Parce que vous pouvez bien comprendre que ici, si vous avez du magma qui monte et qu'ensuite il redescend, vous avez un mouvement dans cette direction. Alors que là, le magma monte, il redescend là, vous avez un mouvement dans cette direction. Donc là, par exemple, vous pourriez être sur la plaque continentale de l'Europe. Là, non, c'est pas ça que je voulais dire. Vous pourriez être sur la plaque continentale de l'Afrique. Et là, vous pourriez être sur la plaque continentale de l'Amérique. Et vous savez peut-être, vous l'avez peut-être vu en géographie, que l'Afrique et l'Amérique se sont séparées au cours du temps. Okay, voilà, avant c'était la Pangée, c'était un continent unique. D'ailleurs, si vous regardez la forme de l'Afrique et du Brésil, ça s'emboîte. Okay, et donc maintenant, entre les deux, vous avez l'océan Pacifique. Et l'océan Pacifique, il s'est créé parce que les plaques continentales se sont écartées à cause des mouvements de matière dans le magma.
Et vous avez d'autres régions sur Terre, comme la Californie, sauf erreur, où vous avez les plaques continentales qui sont poussées l'une contre l'autre. Donc quand vous avez des plaques continentales qui sont poussées l'une contre l'autre, ben, au bout d'un moment, vous avez une des plaques qui monte sur l'autre. Ça vous provoque des tremblements de terre extrêmement importants et des destructions extrêmement importantes. Et c'est ce qui se passe en Californie, au Japon, etc. Voilà. Ça, c'était une petite discussion de géologie profonde. On parle de profond. Est-ce que vous connaissez la profondeur du trou le plus profond qui a été creusé dans la Terre? Ouais, ouais. Sauf erreur, c'est 12 km. Ok? C'est rien, 12 km. On va regarder la profondeur de ce trou. Et comprenez, c'est difficile de creuser dans la Terre parce que plus vous descendez, plus il fait chaud. Plus il fait chaud, plus la matière est instable et elle tend à bouger, etc. Et, ouais, vous pouvez plus rien faire. Ok, trou profond. J'espère que je vais pas tomber sur des sites de cul. Euh, euh, c'est le deepest borehole. Deepest borehole. Et si je regarde les articles, voilà, le Kola Super Deep Borehole, qui est en Russie, vous voyez qu'il fait 12 km. C'est que dalle. Il a même pas traversé la croûte terrestre. Ok? Donc, on a beaucoup de peine à explorer l'intérieur de la Terre. Alors maintenant, pourquoi est-ce que je vous ai parlé de tout ça? C'est pour vous parler de champs magnétiques. Eh bien, les champs magnétiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont générés par des courants électriques. Okay? Donc, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais cette matière qui tourne à l'intérieur de la Terre, elle est en partie chargée électriquement. Et si vous prenez de la matière chargée qui se déplace, ben c'est l'équivalent d'un courant. Donc, chacune de ces boucles représente une sorte de courant électrique. Okay? Et on verra tout à l'heure que si vous avez un courant électrique qui tourne dans une boucle, eh bien, vous avez un champ magnétique qui est généré au milieu de la boucle et qui est perpendiculaire à la boucle. Okay? On verra tout à l'heure que les champs magnétiques sont générés par des courants. Donc, au centre de la Terre, vous avez un champ magnétique qui est généré par les mouvements de charge. Et puis, dans la matière, vous avez des champs magnétiques qui sont générés par la circulation des électrons autour des atomes, qui forment aussi des petits courants. Ok? Il y a combien de personnes qui m'écoutent encore? Bon. Ok, ça marche. Bon. Alors, maintenant, au niveau historique, c'est les Grecs qui ont commencé il y a 2500 ans, mais ils n'ont pas fait grand-chose. Les Grecs, ils ont découvert un matériau dans leurs montagnes qui était un matériau qui est naturellement magnétisé. Ce matériau, on l'a appelé la magnétite parce qu'il a été découvert dans une zone de la Grèce qui s'appelle la Magnésie, qui est un peu au nord d'Athènes, dans les montagnes où il y a les météores et tout ça. Ok, donc on a appelé ça la magnétite. Et puis alors on a regardé ces trucs, ben oui, dans certaines positions ça se repoussait, dans certaines positions ça s'attirait, mais c'était extrêmement compliqué de comprendre ça et donc on n'a jamais compris ça. C'est resté quelque chose d'anecdotique en science jusqu'au 19e siècle. Au 19e siècle, il y a un gars qui a fait une expérience fondamentale, c'est Ørsted. Donc l'expérience d'Ørsted, elle est toujours citée dans l'histoire du magnétisme. Ørsted, il a fait une expérience qui a mis en évidence le fait que les courants électriques produisent des champs magnétiques. Et alors, suite à ça, il y a toutes sortes de gens, toutes sortes de physiciens qui se sont emparés de la chose, des gens dont vous avez déjà entendu parler, comme Ampère, comme Faraday, etc. Et tout ça a culminé avec la formulation par Maxwell, toujours au 19e siècle, des équations de Maxwell qui sont les équations fondamentales de l'électromagnétisme. Ça, c'est le programme de 4e année. Les équations de Maxwell, c'est quoi?
Équation Maxwell. Alors, ces 4 équations, les équations de Maxwell, qui ont une signification bien précise. Alors, les voilà. Ça c'est la version des équations de Maxwell qui est gravée sur une plaque historique, je ne sais plus où. Ben non, mais si vous voulez faire de l'argent, il ne faut pas faire de la physique, les filles. Hein, faut faire du business. Ok. Alors ça c'est une formulation des équations de Maxwell qui est, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez B, B c'est le champ magnétique, vous l'avez là et là. Et puis D, ça a à voir avec le champ électrique, c'est lié, c'est proportionnel au champ électrique. Okay, donc c'est les équations qui vont gouverner le comportement combiné du champ magnétique et du champ électrique dans une onde électromagnétique. Et puis ces machins que vous voyez là, ça c'est l'opérateur de dérivation, c'est dérivé par rapport à x, dérivé par rapport à y, dérivé par rapport à z. Okay, cet opérateur-là, c'est ça, c'est le même que ça, c'est le même que ça, c'est le même que ça. Là, vous avez un produit scalaire, donc c'est la dérivée par rapport à x de la composante x de b, plus la dérivée par rapport à y de la composante y de b, plus la dérivée par rapport à z de la composante z de b. Et puis là, c'est un produit vectoriel, donc c'est différent. Le résultat qui est ici, il est perpendiculaire au champ électrique et à je ne sais pas quoi d'autre, il faudrait que je regarde. Ok, ça c'est de nouveau un opérateur de dérivation partielle. Mais qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que ici vous avez une dérivée par rapport à l'espace et là vous avez une dérivée par rapport au temps. Ok, et donc ça vous donne le comportement dans le temps et de l'espace du champ électrique et du champ magnétique couplés. Et là vous avez une chose qui est très importante dans ces deux équations. Ici, vous avez l'opérateur agissant sur le champ électrique égale ρ. ρ, c'est la densité de charge. C'est la charge par unité de volume. Donc, vous voyez clairement avec cette équation-là que le champ électrique est créé par une densité de charge électrique. Par contre, la même équation pour le champ magnétique, c'est égal à 0 à droite. Et ça illustre, ça vient directement du fait qu'il n'existe pas de charge magnétique. Okay, donc le champ magnétique n'est pas créé par une charge. Vous ne pouvez pas avoir une région de l'espace dans laquelle il y a un champ magnétique qui sort de partout. Le champ magnétique, il ne sort pas d'une charge, mais il vient d'un courant. Et puis la densité de courant, c'est ce J ici. Bon, je laisse tomber les équations de Maxwell, vous aurez une année pour faire ça, juste pour vous dire que ça, c'est la formulation de l'électromagnétisme classique, ces 4 équations. Okay? Question encore? Sinon, je reviens à l'expérience d'Ørsted. Ørsted, il a fait quoi? C'est une expérience que vous pouvez faire chez vous. Il vous faut une boussole, un bout de fil électrique et une batterie de 4,5 volts. C'est pas très compliqué. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre boussole, vous la posez sur une table à un endroit où il n'y a pas de perturbation électromagnétique, vous ne mettez pas un énorme bloc de fer à côté, etc. Vous posez votre boussole sur une table et vous la laissez s'orienter dans le sens naturel de la boussole, c'est-à-dire le nord de la boussole orienté vers le nord géographique qui est un sud magnétique, etc. Vous laissez votre boussole s'orienter librement. Et puis après, vous mettez un fil au-dessus de la boussole, donc vous mettez le fil dans le même sens. Si vous voulez que je fasse un dessin, je change de feuille. Si vous voulez que je vous fasse un dessin, vu de haut, au début vous allez faire ça. Vous allez mettre votre boussole comme ça. Disons que la boussole, elle a le nord là, le sud là. Et sur cette boussole, vous allez faire passer un fil électrique dans le même axe. Okay, et ensuite, vous allez faire passer un courant dans ce fil électrique. Ça, c'est la deuxième étape. Vous voyez que là, il y a un interrupteur. Là, l'interrupteur était ouvert. Ici, il est fermé. Donc là, il y a un courant qui passe. Et quand on a un courant qui passe dans le fil, eh bien, on observe une déviation de la boussole. C'est-à-dire que le nord de la boussole va bouger comme ça.
et le sud va aussi bouger. Vous avez une déviation de l'angle de la boussole. Et ça, pour l'époque, c'était un truc extrêmement choquant. C'était la première fois qu'on montrait que les courants peuvent produire des champs magnétiques, parce qu'on savait que la boussole, elle s'oriente en fonction d'un truc qu'on appelait de champ magnétique qu'on ne comprenait pas bien. Okay, et tout à coup, avec cette expérience, on constate qu'avec un courant, on peut dévier la boussole. Okay, donc cette expérience, elle signifie qu'un courant dans un fil crée un champ magnétique, et que non seulement elle crée un champ magnétique, mais que ce champ magnétique est perpendiculaire au fil. Parce que avant, vous aviez une force qui allait vers l'avant, et maintenant, vu que l'aiguille de la boussole est déviée, vous avez un champ magnétique dû au courant qui est manifestement perpendiculaire au champ magnétique terrestre. Et donc, la boussole s'oriente selon le champ magnétique résultant. Okay, alors, cette expérience-là, ça vous permet de mesurer le champ magnétique dû à un courant si vous connaissez la valeur du champ magnétique terrestre, parce que vous avez une relation trigonométrique là-dedans. D'accord? Donc, expérience d'Ørsted, très importante. Alors, on va regarder une petite vidéo. Vous êtes toujours là? Ouais, mais je vais vous la commenter, elle n'est pas très longue. Alors, c'est une vidéo expérience d'Ørsted. Évidemment, Ørsted, il a pas fait ça comme ça. Ok? Ørsted, si vous voulez, il y a une vidéo qui montre l'expérience historique d'Ørsted. Elle est en anglais, j'ai pas le temps de la chercher maintenant. Ørsted, il préparait un cours sur les batteries, parce qu'à l'époque, la batterie, c'était le sommet de la science. Il avait une batterie avec des plaques de deux métaux différents, dans un milieu acide, etc. Et il voulait montrer sa batterie dans son cours. Et puis quand il a préparé son cours, il avait une boussole sur la table, je ne sais pas pourquoi, et il a vu quand il y avait du courant du fil, l'aiguille de la boussole bougeait. Alors après, il a fait l'expérience de manière plus formelle. Okay, si vous voulez faire l'expérience, c'est ça. Je ne sais pas si vous entendez le son, mais bon, je peux vous répéter la chose. On prend une boussole. Alors c'est une boussole toute simple, mais très efficace, avec des longues pointes. Et puis cette boussole, elle est posée sur une pointe extrêmement fine, donc il y a très peu de frottement. Et votre boussole s'oriente dans le sens nord-sud. Donc là, c'est l'aiguille du nord qui indique le nord géographique. Et là, c'est l'aiguille du sud qui indique le sud géographique. Et puis, vous préparez un fil là à côté, mais vous voyez qu'il n'y a pas de courant dans ce fil parce que le contact n'est pas mis. D'accord? Et puis, maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va établir le contact et vous allez voir que l'aiguille de la boussole dévie. Ah oui, c'est de la sorcellerie. Voilà. Alors l'interprétation maintenant, c'est quoi? C'est que la boussole, elle s'oriente selon le champ magnétique résultant. Alors on a fait des autres expériences pour montrer que les champs magnétiques s'additionnent vectoriellement. C'est le cas. Quand vous avez un champ magnétique dans cette direction-là et un champ magnétique dans cette direction-là, ça vous donne un champ magnétique résultant qui est la somme vectorielle des deux champs magnétiques. Okay, donc l'aiguille s'oriente dans la direction du champ magnétique résultant, et ça nous dit que le champ magnétique qui est créé par le fil, il est perpendiculaire au fil. C'est assez particulier. Hein, et maintenant, on peut faire cette expérience à différents endroits, et je vous expliquerai dans un moment à quoi il ressemble le champ magnétique d'un fil, mais on va déjà finir cette vidéo.
Ce qu'on veut vous montrer maintenant, c'est que l'effet d'un fil, vous pouvez le multiplier sur votre boussole, ça c'est une autre boussole, vous pouvez multiplier l'effet d'un fil en le faisant passer plusieurs fois. Donc la manière standard de faire ça, c'est d'enrouler un fil autour d'une boussole. Et là, vous aurez le même effet, mais beaucoup plus intense. Regardez l'expérience, ça se voit que c'est plus intense. Ici, vous avez une pile, ça se voit pas très bien, ça c'est une pile 4,5 V. Ça c'est un des contacts de la pile qui est déjà branché avec la pince crocodile. Et puis là, vous avez l'autre contact de la pile auquel il va brancher le fil. D'accord ? Voilà, donc ça c'est la bobine qui est le truc important en électronique quand vous faites des champs magnétiques. En électronique, vous travaillez en électronique analogique, vous travaillez principalement avec trois types de composants, des résistances, des condensateurs et des bobines. Et la bobine, c'est ça. La bobine, c'est un enroulement de spires, de fils, qui vous permet d'avoir au centre un champ magnétique. Et donc la bobine, elle peut stocker de l'énergie électrique sous forme d'énergie du champ magnétique. Alors que le condensateur, lui, il peut stocker de l'énergie électrique sous forme de champ électrique. D'accord ? Voilà. Vous êtes toujours là? Oui, oui. Bah oui, c'est ça un électroaimant. Un électroaimant, c'est une bobine dans laquelle tu fais passer du courant. C'est rien d'autre. Ben ouais, c'est pour ça que je voulais vous faire ce cours. Ok, alors maintenant, le champ magnétique autour d'un fil, à quoi il ressemble? Ok? À quoi il ressemble? Eh bien, vous pouvez faire l'expérience d'Ørsted avec à différents endroits, etc. Et qu'est-ce que vous constaterez? Vous constaterez que si vous avez un fil avec, supposons, un courant qui va dans ce sens. À l'époque d'Ørsted, il ne savait pas ce que c'était que les électrons. Il savait qu'il y avait un truc qu'on ne comprenait pas bien, qu'on appelait le courant, qui allait du plus au moins du générateur. C'est tout ce qu'on savait. Donc prenons là un courant, et donc ça veut dire que là, autour du fil, vous avez le plus et puis le moins d'un générateur qui sont reliés. Votre champ magnétique, il aura quelle gueule? Votre champ magnétique, il sera tangent à des cercles qui tournent autour du fil. Okay? Là, le courant va vers le haut. Je vous expliquerai comment on détermine ça. Donc le champ magnétique, il va entre guillemets tourner dans ce sens-là. Ça veut dire que les vecteurs de champ magnétique, ils vont être tangents au cercle, dans un plan qui est perpendiculaire au fil. Vous voyez le dessin en perspective, hein? Là, j'ai coupé le trait pour montrer que ça passe derrière le fil, là, ça passe devant. Donc, ça tourne comme ça. Okay? Et si je vous fais le dessin vu de côté, eh bien, le cercle que je vous ai dessiné en perspective, il est là. Okay? Et le champ magnétique, alors si le courant va vers le haut, le champ magnétique, il va tourner comme ça. Okay? Et donc ici, le champ magnétique, il va sortir vers vous. Et là, le champ magnétique, il va rentrer dans la feuille. Et puis ici, le champ magnétique, il sera comme ça horizontal. Et si je vous fais le dessin depuis le haut, on va dire que là, j'ai un courant qui monte, qui traverse la feuille. Eh bien, mon champ magnétique, il va être tout autour du fil,
tangent à des cercles et puis d'une intensité qui dépend de la distance par rapport au fil. Donc plus vous êtes loin du fil, plus l'intensité du champ magnétique diminue. D'accord? Donc là, le champ magnétique sera d'intensité encore un peu plus faible, etc. Hein? Donc ça a une gueule marrante, les champs magnétiques, mais c'est assez différent des champs électriques. Et là, vous avez compris par cet exemple que le champ magnétique, il est généré par des charges en mouvement. OK? Parce que le courant, ce sont des charges en mouvement. D'accord? Donc là, vous avez un champ magnétique qui est comme ça. Si vous prenez un rayon plus grand, le champ magnétique il va être tangent au cercle et puis il va être d'intensité un peu plus faible, etc. Et puis vous aurez comme ça un champ magnétique tout autour de votre fil qui en quelque sorte va tourner autour du fil. Enfin, la direction des vecteurs, c'est la direction de vecteurs qui tournent autour du fil. Hein? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je prends un fil, par exemple celui-là? Qu'est-ce qui se passe si je prends un fil et que je fais une boucle? Alors, je vous donne déjà la règle pour déterminer le sens du champ magnétique, comme ça ce sera clair. La règle, c'est vous mettez votre doigt dans le sens du courant et le champ magnétique tourne dans le sens des doigts. D'accord? Comprendoche? Donc ici, j'ai mon courant qui va vers le haut, donc le champ magnétique il va tourner comme ça autour du fil. Okay? C'est pour ça que j'ai pris cette direction. D'accord? Bon. Alors maintenant, essayons de faire une boucle. Oui? Allô? Voilà. Essayons maintenant de faire une boucle avec un fil. Alors on prend un fil, on prend un courant dans ce sens, le courant est dans ce sens, le champ magnétique il tourne comme ça. Cool. Donc le champ magnétique il va tout au long du fil suivre cette direction-là. Okay? Et en particulier là devant, le champ magnétique il va être dirigé vers le bas. On est bien d'accord. Si je regarde devant le fil, donc ici par exemple, okay, le champ magnétique il va être dirigé vers le bas. Vous voyez ce que je veux dire? Et si maintenant je prends ce fil et que j'en fais une boucle, eh bien tous ces champs magnétiques dirigés vers le bas, maintenant je les fais avec la notation machin, tous ces champs magnétiques dirigés vers le bas, qui sont tous produits par des éléments de longueur du fil, si vous voulez, okay, tous ces champs magnétiques-là, ils vont dans le même sens, donc ils vont s'additionner. Okay? Donc quand vous avez une boucle de courant, je prends ce sens-là du courant, okay, eh bien, vous allez avoir un champ magnétique qui est perpendiculaire à la boucle et qui se trouve aller dans cette direction. Okay? Et puis ce champ magnétique, vous n'allez pas l'avoir qu'au centre de la boucle, mais vous allez l'avoir évidemment partout dans la boucle. Vous allez avoir un champ magnétique assez homogène au milieu de cette boucle. Et si vous voulez augmenter l'intensité du champ magnétique, c'est pas compliqué. Vous faites plusieurs fois la boucle, et comme ça, vous avez construit ce qu'on appelle une bobine ou un solénoïde, et à l'intérieur d'un solénoïde, alors si le courant va dans ce sens, est-ce que vous pouvez me dire quel est le sens du champ magnétique? Vous mettez votre doigt dans le sens du courant, ok? Donc le champ magnétique, là, il va venir vers le haut. À l'intérieur de la boucle, le champ magnétique, voilà, le champ magnétique dans la boucle, ce sera un champ magnétique qui est axial avec la boucle et qui est dirigé vers le haut. Et puis si vous changez le sens du courant, le champ magnétique il va changer de sens. Ok? Alors les bobines, c'est des choses qui vous transmettent les courants facilement quand la fréquence est faible, mais quand la fréquence est haute, les bobines elles deviennent bitchy et elles empêchent le courant de passer. Okay? Donc les bobines, elles agissent comme des filtres passe-bas, c'est-à-dire qu'elles vous laissent passer les courants de basse fréquence, mais elles vous bloquent les courants de haute fréquence. Alors que les condensateurs, c'est l'inverse. Et ça, c'est la propriété fondamentale qu'on utilise en électricité. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu cette histoire de bobine,
eh bien, vous pouvez comprendre, mais là, je vais un peu trop vite, vous pouvez comprendre que le champ d'une bobine, où est-ce que je l'ai mis, le champ de la bobine? Ah oui, mais j'ai qu'une partie du cours. Oh là là. Bon, vous pouvez comprendre que le champ de la bobine, c'est un champ à l'intérieur de la bobine, ok? Et ce champ-là, bah, vous avez la ligne centrale qui va partir comme ça, mais les autres lignes de champ magnétique, elles vont se refermer à l'extérieur, ok? Et elles vont se refermer plus loin, ok? Et donc ça vous donne une forme qui est la même que celle du champ magnétique terrestre. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi le champ magnétique terrestre, on le modélise comme étant dû à des charges qui bougent sur des cercles à l'intérieur de la Terre. C'est lié à ça. D'accord? Oui. Ouais. Ouais. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le magnétisme. Ça a à voir avec la force de Coriolis. Si tu veux, je peux t'expliquer la force de Coriolis, mais ça a juste rien à voir avec le magnétisme. La force de Coriolis, c'est quoi? Quand tu te déplaces du nord au sud sur la Terre, hein, tu prends la Terre ici, avec son axe de rotation. Toi, tu es là, tu te déplaces vers le sud. En te déplaçant vers le sud, tu t'éloignes de l'axe de rotation de la Terre. Tu t'éloignes, on est d'accord? Jusqu'à l'équateur. À l'équateur, c'est là que tu seras le plus loin du centre de rotation de la Terre. Comme tu t'éloignes, ta vitesse radiale, elle change. Si maintenant je fais ce dessin, mais je le fais vu d'en haut, ok, je te fais la Terre vue d'en haut avec le pôle nord ici. Si toi tu fais ça, sur cette représentation-là, tu fais ça. Tu vas de Genève à, j'en sais rien, Ouagadougou. Ok? Bon. Quand tu vas de Genève à Ouagadougou, toi, tu vas tout droit, mais en fait, ta vitesse latérale, qui est due à la rotation de la Terre, elle augmente. D'accord? Parce que ici, tu es à une certaine distance du centre de rotation, tu vas tourner moins vite, tu fais toujours un tour en 24 heures, mais le tour ici, il est plus court que le tour que tu fais là. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Voilà, parce que tu es plus proche du centre de rotation. Donc là, ta vitesse latérale, elle va changer. Et ça, c'est un phénomène qu'on ressent. C'est un phénomène que tu retrouves sur les voies de chemin de fer qui vont dans la direction nord-sud. Okay, sur les voies de chemin de fer qui vont dans la direction nord-sud. Étant donné que le train, bah, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le pousse plus vite vers la gauche parce qu'il doit tourner plus vite vers la gauche quand il arrive là. Et qui sait qu'il le pousse plus vite vers la gauche? C'est les rails. Donc on observe sur les voies de chemin de fer en direction nord-sud que le rail droit est plus usé que le rail gauche parce que le rail droit, c'est le rail qui pousse le train vers la gauche. Ok? C'est des phénomènes qui s'observent. Alors j'en viens maintenant à l'explication du sens de rotation de l'eau dans tes chiottes. Quand tu as une chiotte, excuse-moi, une toilette, tu as un trou au fond et puis là-dessus, tu as de l'eau. Ok? Là-dessus, tu as de l'eau. Quand tu tires l'eau, ça fait que ton eau, elle veut partir vers le trou. On est bien d'accord. Alors l'eau qui part vers le trou comme ça, on s'en tape. Hein, si ça c'est le nord et ça c'est le sud, l'eau qui se déplace comme ça, on s'en tape parce que elle va pas dans une direction nord-sud. Mais l'eau qui va là, on s'en tape parce que celle-là, elle va nord-sud. Hein. Celle-là, elle va du nord au sud, donc elle doit être poussée vers la gauche. Alors ça fait comme ça, si je me trompe pas. Et puis celle qui va là, elle va avoir une vitesse radiale qui diminue. Il faut diminuer sa vitesse radiale parce qu'elle va du sud vers le nord. Donc là, il y aura une force comme ça. Okay? Et la combinaison de ces deux forces qui vont dans le même sens, ça fait que ta chiotte, elle va tourner, l'eau dans ta chiotte, elle va tourner dans un sens donné
dans l'hémisphère nord et dans le sens opposé dans l'hémisphère sud, parce que dans l'hémisphère sud, c'est le mouvement du sud au nord qui va subir la même force que le mouvement du nord au sud dans l'hémisphère nord. T'as comprendu? Mais ça c'est ce qu'on appelle la force de Coriolis. C'est un truc qui n'est pas évident à calculer, qui n'est pas évident à traiter, mais c'est un truc qu'on ressent sur Terre à cause de la rotation de la Terre. Okay? Mais ça n'a rien à voir avec le champ magnétique. Bon, revenons au champ magnétique. Je ne vais pas faire ça dans tous les détails. Comment est-ce qu'on met en évidence l'existence d'une force? Parce que vous avez vu que les charges et les champs, les courants et les champs ont une interaction. Donc une chose qu'on se demande, c'est qu'est-ce qui se passe si je fais passer un courant dans un champ magnétique? Eh bien, on observe avec une expérience toute simple que si on fait passer un courant dans un champ magnétique, le courant subit une force. Okay? L'expérience, vous pouvez la faire comme ça. Vous prenez, c'est la force de Laplace, cette force. Vous prenez un aimant avec un pôle nord, un pôle sud. Simplement, votre aimant, vous le faites dans une plaque de métal suffisamment longue que vous pouvez plier. Et quand votre plaque est pliée, eh bien, vous avez le pôle nord qui est en face du pôle sud. Okay, ce que vous n'avez pas si la plaque est droite, si la plaque est allongée. Mais là, vous avez le pôle nord en face du pôle sud. Et donc, vous avez un champ magnétique qui est assez homogène, qui s'établit ici entre le pôle nord et le pôle sud. La direction du champ magnétique, c'est du nord au sud. Okay? Donc, vous avez un champ permanent magnétique. Dans ce champ, vous faites passer un bout de fil, et dans ce bout de fil, vous faites passer un courant. Vous voyez que ici, on ne le voit pas très très bien sur le dessin. Ici, vous avez une flèche et c'est marqué I. Donc, vous faites passer un courant. Eh bien, qu'est-ce que vous observez expérimentalement? De nouveau, c'est une expérience que vous pouvez faire chez vous avec une pile. Okay? Eh bien, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que le fil électrique, il va ressentir une force. Et ce qui est très particulier avec cette force, c'est qu'elle est perpendiculaire au champ magnétique et au fil lui-même. Okay? Les champs magnétiques, c'est le paradis des gens qui aiment les choses perpendiculaires. Tout est perpendiculaire à tout dans les champs magnétiques. Okay? Donc, qu'est-ce que vous observez expérimentalement? Vous observez que la force, elle est proportionnelle à l'intensité du courant. Enfin, ça ne nous étonne pas beaucoup. Vous constatez que la force, elle est proportionnelle à l'intensité du champ magnétique. Ça ne nous étonne pas beaucoup non plus. Et vous constatez évidemment que la force, elle est proportionnelle à la longueur de conducteur que vous avez mis dans un champ magnétique. Et ça vous donne la formule qui est là en bas. La force de Laplace, c'est le courant fois la longueur du conducteur fois l'intensité du champ magnétique fois le sinus d'alpha, où alpha est l'angle entre le courant et le champ magnétique. Mais dans ce dessin-là, vous voyez que le courant, il est horizontal, le champ magnétique, il va vers le bas, l'angle est de 90 degrés, donc le sinus, il vaut 1. Et là, l'expression de la force ici, ce sera juste le courant fois le champ magnétique fois la longueur du conducteur qui se trouve dans le champ magnétique. Ça vous donne l'intensité de la force. Maintenant, si vous voulez une formule qui vous donne la force vectoriellement, vous pouvez le faire aussi, mais ça nécessite un outil mathématique auquel vous n'êtes pas très habitué, c'est le produit vectoriel. Vous avez déjà fait ça en maths? Le produit vectoriel? Bon, alors, vous avez deux types. Voilà, il faut que j'arrête. C'est 3h moins 10. Ok, bon. Alors, vous avez deux types de produits entre vecteurs. Vous avez le produit scalaire. Le produit scalaire, il vous donne un objet qui est scalaire. Donc, deux vecteurs multipliés entre eux, ça vous donne un nombre. Ok? Et vous savez que le produit scalaire, il est maximal quand les deux vecteurs sont collinaires. Et vous savez que le produit scalaire, il est 0. Il vaut 0 quand les deux vecteurs sont perpendiculaires. Ça, c'est des choses qu'en principe, vous savez. Le produit vectoriel, c'est un animal très différent. Le produit vectoriel, comme son nom l'indique, il vous donne
pour le produit de deux vecteurs un autre vecteur. Okay, ce n'est pas un produit scalaire, c'est un produit vectoriel. Et quelle gueule ça a, ce produit vectoriel? Eh bien, si vous avez vos vecteurs A et B qui sont dans un plan horizontal, par exemple, le produit vectoriel, le vecteur C, il sera perpendiculaire au plan défini par A et B. Okay, et ça nous arrange super bien pour le produit, pour la force de Laplace, parce qu'on a vu que tout était perpendiculaire à tout. Okay, donc la force de Laplace, elle sera dans un sens qui est perpendiculaire au conducteur et au champ magnétique. C'est ce qu'on avait sur le dessin précédent. Okay, sur le dessin, où est-ce qu'il est ce dessin? Sur le dessin précédent, on a le champ magnétique qui est vers le bas, on a le conducteur qui est vers la gauche et donc la force qui est vers l'avant. D'accord? Alors on a une règle pour déterminer le sens du courant, c'est la fameuse règle de la main droite. C'est d'ailleurs très marrant quand vous faites une épreuve sur ça en classe, ben vous voyez les gars pendant leur épreuve en train de faire toutes sortes de signes bizarres. Faites très attention, c'est la règle de la main droite. Okay, ne tombez pas dans l'erreur stupide qui consiste à être en train d'écrire un truc et puis vous faites la règle avec votre main gauche parce que c'est faux. La main gauche, c'est l'envers. Okay, main droite. Donc, cette règle, elle vous dit quoi? Vous mettez le courant, vous mettez votre index dans le sens du courant, vous mettez votre majeur dans le sens du champ magnétique et donc votre force sera donnée par votre pouce. Donc tout à l'heure, qu'est-ce que j'avais? J'avais le champ magnétique qui était vers le bas dans cette expérience qu'on vient de voir. Le champ magnétique était vers le bas, le courant allait vers la gauche, donc la force, elle vient vers moi. D'accord? D'accord. Ok? Voilà. Et ça c'est la force de Laplace. On va voir la prochaine fois, on va faire 2-3 calculs, et puis après on va voir la force de Lorentz, qui est un peu la même chose, mais dans le cas de la force de Lorentz qu'on calcule, c'est la force qui s'exerce sur une particule en mouvement. Donc la force de Lorentz qu'on verra la prochaine fois, elle va nous donner une expression QV cross B, où Q est la charge, V est la vitesse d'une particule chargée et B est le champ magnétique. Et là aussi, la force, elle est perpendiculaire à la vitesse de la charge et au champ magnétique. Et ça nous conduit à la notion de cyclotron, de toutes les choses qui ont été faites au CERN, etc. Ok? Ça marche? Alors, je vous ai envoyé le cours, imprimez-le pour la prochaine fois, s'il vous plaît. Et puis donc, on se voit mercredi matin, mercredi prochain. Ok? Ok? Ça marche. Alors, bye bye. Désolé, j'ai fait long aujourd'hui. Au revoir. Au revoir.